Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Je suis pour ma part Jean-Victor Borel, avocat, cofondateur du cabinet Borel et Dalfret, et je dirige notamment les départements droit immobilier privé et droit privé des affaires. Donc Didier Dalfret, comme l'a dit mon associé, cofondateur du cabinet, et donc également maître de conférence en droit public à Sciences Po Ex, et j'enseigne notamment les questions en lien avec la commande publique. Voilà, et je dirige le département droit public des affaires du cabinet. Donc, un sujet qui nous permet collectivement au cabinet de répondre aux attentes à la fois du secteur public et public. On verra qu'il y a des questions qui sont communes. Alors nous le savons tous, nous vivons une période difficile et on va essayer autant que possible dans ce contexte d'ouvrir des pistes de réflexion et peut-être, en tout cas c'est notre ambition, quelques horizons réjouissants à travers de quelques outils et solutions qui sont susceptibles d'aider les entrepreneurs et les entreprises du territoire. Nous ne sommes peut-être pas tout à fait sortis de la crise du Covid et à cela s'est rajouté, nous le savons bien, des tensions internationales extrêmement importantes, notamment à travers de la guerre en Ukraine, ce qui a engendré un contexte inflationniste extrêmement important qui perdure et ceci engendre des difficultés assez considérables dont nous mesurons encore peut-être mal l'ampleur pour de nombreux acteurs économiques, au travers de l'impact que ça peut avoir sur le prix de l'énergie et des matières premières en particulier. Ceci a notamment conduit, vous le savez, le gouvernement, au travers notamment du Premier ministre, au mois de mars dernier, à le relever dans une circulaire que beaucoup d'entre vous sans doute ont lue, à destination entre autres des préfets et de l'administration. Mais les éléments contenus dans cette circulaire ne concernent pas que la sphère publique et on y vise également les acteurs privés. On a souligné à cet égard le caractère totalement exceptionnel de cette situation et les impacts potentiellement considérables. Ce contexte engendre, nous le savons, et nous-mêmes au travers de notre activité de praticien, nous le rencontrons, des difficultés liées au fait que ce contexte peut engendrer un bouleversement de l'équilibre économique des contrats conclus. Et on le voit en pratique, du fait de cette situation, de ce bouleversement de la situation, eh bien, des contrats qui étaient au départ viables peuvent s'avérer constituer des véritables carcans pour les entreprises et devenir, dans certains cas, littéralement intenables économiquement, dans la pire des hypothèses. Alors, je vais immédiatement enfoncer une porte ouverte pour rappeler que, bien évidemment, dans ce contexte, les parties, fort heureusement, à ce contrat peuvent quasi spontanément s'entendre amiablement et parvenir à un rapprochement et à résoudre sans avoir besoin de recourir au juge de telles difficultés. Mais de la théorie à la pratique, il y a souvent un pas important et nous le savons bien, les enjeux financiers peuvent conduire l'une des parties, potentiellement avantagée par ce changement de circonstances, à ne pas accepter de se réunir aussi facilement autour d'une table de négociation pour tenter de trouver amiablement des solutions permettant peut-être un rééquilibrage du contrat et plus globalement de la situation. C'est dans ce contexte qu'il pourrait s'avérer nécessaire pour la partie qui subit ce bouleversement de la situation, ce déséquilibre du contrat, eh bien, à utiliser des outils juridiques lui permettant d'amener l'autre partie à consentir, in fine, à une telle modification du contrat, voire à l'y contraindre, et peut-être même à l'extrême, à mettre fin à ce contrat. Sachant que on peut raisonner schématiquement, bien entendu, à l'échelle d'un contrat bipartite qui ne concernerait ainsi que deux acteurs économiques, deux entreprises. Mais on le sait bien, la réalité du monde des affaires fait que ceci peut avoir également des répercussions en cascade. Et nous avons eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous avant de commencer cette formation.
Or, et c'est peut-être là un point positif, effectivement, un certain nombre d'outils juridiques existent et certains sont largement connus des dirigeants, des chefs d'entreprise. D'autres le sont moins, au regard notamment de leur apparition plus récente dans certaines branches du droit, sachant que même lorsque l'on pense savoir où on met les pieds en quelque sorte, on peut être confronté à des difficultés, des subtilités qui peuvent engendrer ensuite des difficultés et des crispations. Et il y a également, dans le contexte juridique actuel, un certain nombre d'imprécisions de taille qui demeurent au regard de la manière dont les textes potentiellement applicables ont été rédigés, mais également au regard des incertitudes jurisprudentielles qui subsistent, compte tenu, entre autres, du caractère relativement récent de certaines réformes d'importance, et vous me voyez sans doute déjà venir, et de ce point de vue-là, il y aura lieu très vraisemblablement d'attendre certaines clarifications. Notre objectif, au travers de cette intervention ce matin, sera d'ores et déjà d'ouvrir des pistes de réflexion et peut-être de tenter d'anticiper certaines évolutions jurisprudentielles. Nous avons souhaité aborder avec vous les choses de manière quelque peu transversale, en abordant d'un côté les outils juridiques qui peuvent trouver application utilement dans le cadre des contrats publics. Et de ce point de vue-là, c'est mon associé qui va entamer cette présentation et je conclurai pour ma part dans un second temps en abordant les outils juridiques potentiellement applicables aux contrats de droit privé, sachant que certains d'entre vous l'ont peut-être relevé, il y a eu quelques évolutions au travers de l'intitulé de cette intervention. On a parlé parfois de la révision du prix. C'est vrai qu'on pourrait peut-être convenir ensemble d'aborder aujourd'hui les outils juridiques de révision des contrats publics et privés en temps de crise. Une révision au sens large et peut-être pas uniquement liée aux seules clauses relatives au prix. J'ai déjà trop parlé, je te laisse immédiatement la parole. Merci. Bon, je ne reviendrai pas sur ce propos introductif. Effectivement, comme vous l'avez compris, il y a deux axes de travail. Et effectivement, quand on est chef d'entreprise, on peut être à la fois confronté à des rapports strictement de droit privé, mais également, quand on est chef d'entreprise, confronté à travailler avec des collectivités publiques au sens large. Donc, on se retrouvera dans un régime de droit public, avec des règles dérogatoires au droit commun. Donc, on appliquera probablement le code de la commande publique, effectivement. Donc, on va se retrouver avec, même s'il y a des dénominateurs communs, il y a forcément des différences d'appréciation dans le traitement de ces questions et donc des dossiers, et donc comment on peut modifier ou réviser un contrat, effectivement. Alors, c'est assez intéressant qu'on ait programmé à cette date ce club expert, puisque c'est une question qui revient en permanence dans le débat public, et notamment auprès des acteurs publics. Nous, pour travailler avec des collectivités locales et de la région PACA et plus largement, on a effectivement ces questions qui reviennent et on est toujours dans l'incertitude que permet le droit, comment peut-on accompagner un partenaire ou un opérateur économique qui a été choisi. Et le Conseil d'État vient de rendre un avis intitulé « Avis aux possibilités de modification des prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d'application de la théorie de l'imprévision ». L'avis date du 15 septembre 2022. Donc c'est très intéressant puisqu'on a une mise en perspective du droit applicable dans la sphère publique, dans le champ de la commande publique. Et le Conseil d'État nous a apporté un éclairage précieux puisqu'il balaye l'ensemble des questions que le thème invite à traiter, bien évidemment. Je vous le commenterai, c'est aussi un peu l'objet de l'intervention, c'est aussi de voir quel est l'état du droit et quelle est la position de la plus haute juridiction, même si c'est un avis qui n'a pas de valeur juridique, puisque c'est pas il aura quand même une portée, une incidence dans les éventuels contentieux qui pourraient être initiés, ça va de soi. Il est évident que le Conseil d'État a donné le mode d'emploi, le vade-mecum, en situation de crise. Donc c'est très intéressant, puisque finalement, en réalité, pour l'avoir commenté avec d'autres experts à la revue Achat Public, qui est en ligne, achatpublic.com, ce n'est pas une révolution ce que dit le Conseil d'État. Il met juste en perspective l'utilisation des outils existants. Voilà. Il n'y a pas de recette nouvelle, encore une fois, moi c'est mon point de vue. Simplement, il dit comment utiliser les outils juridiques qui sont à la disposition des collectivités publiques.
Alors, comme vous le savez, la particularité des collectivités publiques, c'est que le choix d'une entreprise se fait rarement de gré à gré. C'est plutôt une dérogation et c'est pour des petits marchés qu'on peut, en dessous de 40 000 euros, alors ils étaient montés jusqu'à 100 000 euros dans le cadre de la loi ASAP pour pouvoir relancer un petit peu les marchés de travaux publics. Mais le principe, c'est la mise en concurrence dans le cadre d'une procédure qui est encadrée par le Code de la commande publique. Donc, évidemment, la collectivité ne peut pas déroger, sauf urgence impérieuse. Alors, les cas d'urgence sont extrêmement rares. Hein. Voilà, il faut vraiment des cas, la jurisprudence entend de manière très stricte la notion d'urgence. Donc, ça veut dire qu'on nécessairement, vous allez être mis en compétition avec un autre opérateur économique à partir d'un cahier des charges. Hein, vous avez un avis d'appel à concurrence, un règlement de consultation avec un délai pour déposer une offre, et vous avez les critères qui sélectionneront une offre. C'est-à-dire que c'est l'offre économiquement la plus avantageuse qui sera retenue, à la fois le prix et les critères techniques. Donc, ça veut dire qu'on a un cadre de discussion qui est assez figé en réalité. La part de la négociation est relativement faible, parce que dans les appels d'offres, procédures formalisées, il n'y a pas de négociation. Le principe n'est pas d'intégrer la négociation, c'est interdit. Simplement, pour des marchés adaptés, on peut recourir à la négociation, mais les négociations sont extrêmement limitées en réalité, puisque l'opérateur économique est censé avoir les mêmes conditions de négociation que le concurrent qui est appelé à négocier. Ça veut dire qu'on n'a pas, comme on peut avoir dans certaines, faire monter ou baisser les enchères. C'est-à-dire que la collectivité doit respecter l'égalité de traitement, ce qui en réalité pose des difficultés lorsqu'on veut demander le réajustement d'un contrat ou d'un futur contrat, parce que la marge de discussion est en réalité très encadrée par le Code de la commande publique. Comme vous le savez, c'est des deniers publics, il faut favoriser la mise en concurrence, et en plus, si on déroge, il y a un risque pénal. C'est le délit de favoritisme. C'est-à-dire que si on a favorisé l'entreprise, y compris dans la négociation, en n'ayant pas donné toutes les informations, on s'expose à un risque pénal et l'entreprise attributaire elle est en situation de recel. Donc voilà, donc, ce qui explique aussi que ce préalable, que l'appréhension des contrats publics est, à mon avis, un peu plus complexe parce qu'on a ces paramètres et l'entreprise n'a peu finalement de prise sur ces paramètres. Elle dépose une offre, elle est censée respecter le règlement de consultation. Si elle ne le respecte pas, son offre pourrait être jugée irrégulière. Donc, on va se retrouver en situation, vous avez déposé une offre sur la base de conditions qui ont été posées. Alors, comme vous le savez, entre le moment où le marché est lancé et le moment où il est attribué, il peut se passer plusieurs mois. Ça peut aller de 1 à 8 mois selon l'importance du marché. Donc, aujourd'hui, dans le contexte, si vous déposez une offre en septembre, est-ce qu'elle est encore valable au moment de l'attribution en avril? J'émets des réserves. Voilà. Donc, vous avez ces paramètres-là et effectivement, le Conseil d'État essaye de donner des outils parce que la crise n'étant pas prévisible dans son ampleur, pas la crise est prévisible, mais pas dans son ampleur, l'offre, au bout de 3 mois, elle est quasiment caduque aujourd'hui, si on en l'état des hausses des matières premières. Donc, vous allez avoir ce problème-là. C'est que vous allez effectivement vous faire une estimation, une prévision économique à partir effectivement d'un cahier des charges qui vous est imposé. Vous allez essayer de trouver un équilibre économique pour réaliser une prestation et dégager une marge bénéficiaire nette. C'est pour le principe de tout marché. On ne travaille pas à perte. Mais le temps d'attribution peut être pour vous une vraie problématique. On a un cas récemment, j'ai été saisi par une entreprise qui a passé un marché de conception-réalisation. Elle est chargée de faire les études et ensuite de réaliser les travaux. Donc, le marché est passé il y a plus d'1 an. Et elle attend le feu vert, c'est donc pour le ministère de la Défense, qui a reporté en janvier l'ordre de service pour le lancement du marché. Donc, ça veut dire que vous avez l'entreprise qui, pour l'instant, n'a pas lancé les commandes parce qu'elle n'a pas de date précise. Mais elle se retrouve déjà en situation critique. Elle me dit, moi, si aujourd'hui j'applique le marché tel que je l'ai monté, tel que je l'ai établi dans le cadre de l'appel à concurrence, je suis en situation déficitaire. Donc vous voyez, déjà on a une situation, on n'a pas commencé l'exécution du contrat, qu'on sait que si on l'exécute dans les conditions initiales, on va nécessairement se mettre en situation difficile. Alors, si vous avez une PME qui risque d'avoir 400 ou 500 000 euros de moins-value sur un marché, je ne suis pas certain qu'elle ne se mette pas en difficulté. Donc, on n'a déjà pas commencé le marché, qu'on est déjà en tension avec l'opérateur public.
parce qu'on dit il va falloir renégocier les conditions, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas en capacité de le réaliser dans le cadre de l'enveloppe qui était initialement, pour les raisons que vous connaissez, parce qu'il y a une hausse du matière première aujourd'hui. Voilà. Donc, tant qu'elle n'a pas passé la commande, évidemment, le prix n'est pas garanti. Donc, voilà, on a ce genre de difficulté, effectivement, où le droit de la commande publique est un peu en décalage, parce qu'il y a un temps où il y a une offre et il y a un temps d'exécution. Il peut y avoir un laps de temps où, donc, effectivement, c'est toujours le débat que prévoit le contrat. Si on commence toujours par des choses assez simples, Maître Borel vous l'a rappelé, bon, le contrat, après tout, c'est la loi des parties, mais devant le juge administratif, c'est aussi la loi des parties, même si c'est presque un contrat d'adhésion, à mon sens, en tant que publiciste, puisque vous adhérez à un cahier des charges. Mais dans d'autres secteurs, il y a aussi des contrats d'adhésion. Donc, on peut théoriquement se dire, les parties peuvent décider de le renégocier, mais d'abord, avant de le renégocier, que dit le contrat? Parce qu'encore une fois, on va toujours partir, et c'est ce que dit le Conseil d'État dans son avis de septembre 2000. D'abord, partez des clauses contractuelles. Qu'est-il prévu dans le contrat? Parce que je vous rappelle que quand vous avez des marchés à forfait, le prix, logiquement, il est intangible. C'est le principe d'intangibilité du prix. Il y a un forfait. Et il a rappelé le principe s'applique, puisque c'est ce qui a été signé par les parties. Oui, encore une fois, là-dessus, il a dit non, le principe, il n'est pas remis en cause malgré la crise. Le Conseil d'État, il dit on peut l'aménager, ce principe, bien évidemment, mais comment l'aménager d'ailleurs? C'est probablement parce que des clauses permettent la révision des prix, ou alors, vous regardez, est-ce qu'il y a des clauses qu'on appelle de rendez-vous, de réexamen? Ça, c'est ce que nous, on conseille aux collectivités aussi. Tout le monde a intérêt à introduire des clauses de réexamen pour réajuster en cas de besoin la prestation et pour retrouver un équilibre économique. Donc, premier réflexe, que dit le pot de contrat? Il y a une clause de réexamen, donc je vais demander à l'activer. Alors, bien évidemment, ça dépend aussi comment la clause de réexamen est rédigée, parce qu'encore une fois, la clause de réexamen, elle doit être particulièrement bien rédigée, non équivoque, au sens du Code de la commande publique, c'est prévu par le Code de la commande publique. Donc voilà, il peut y avoir déjà une première discussion, comment on interprète la clause de réexamen. Voilà. Ouais, je vous prends un cas récent qui a d'ailleurs donné lieu à une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 23 mai 2022. C'est assez intéressant. Il y a eu un différend entre une personne publique et l'entreprise attributaire sur l'application d'une clause de réexamen. Voilà. Voilà. Et donc, la réexamen des prix peut être envisagé, je vous donne l'extrait de la clause, en cas de modification importante de la consistance et des conditions d'exécution du service. Vous voyez que ce genre de rédaction intéressante, mais elle nous pose une question. Qu'est-ce qu'on entend par modification importante, consistance, conditions d'exécution? Et déjà, la première difficulté, c'est de s'entendre avec son partenaire sur comment on interprète la clause. Évidemment, s'il y a un différent sur l'interprétation, ça va supposer de saisir le juge. Voilà. Et donc, avec évidemment des contraintes de délai, etc., qui sont parfois peu compatibles avec la réalité économique, parce qu'on sait que le temps de la justice n'est pas du tout adapté en temps de crise. Et il y a peu de référés. D'ailleurs, en matière de marché public, il n'existe pas de référé à proprement parler pour l'exécution de ces contrats. Il existe des référés pour la passation, ce qui est un vrai sujet d'évolution de la procédure. Mais en l'état effectivement de ces questions, on a une vraie difficulté, évidemment, et donc il va falloir, voilà, et donc il va falloir que si vous êtes en demande en tant qu'entreprise à activer la clause, c'est à vous d'apporter la preuve que vous remplissez bien les conditions. Par exemple, dans cette affaire, il y a une augmentation de 7% du coût du marché. Donc, il faut être en capacité de démontrer comment on calcule ces 7%. Toute la difficulté, ce que je dis à des clients, c'est si vous m'annoncez un chiffre, comment derrière vous êtes comptablement en train, voilà ma prestation initiale, voilà mon calcul économique sur le marché de base, je dois le réajuster, comment je justifie mes 7%? Parce que si on est en demande devant le juge, il appartiendra au demandeur d'en apporter la preuve. Vous voyez, c'est aussi une difficulté supplémentaire pour l'entreprise. Quand on est en défense, c'est plus confortable. Quand on est en demande, on doit être capable de faire une projection économique pour justifier de la réalité de ce pourcentage. Et ensuite, de dire est-ce que ce pourcentage est susceptible d'activer la clause en question.
voyez que même si c'est prévu, c'est quand même peu facile à mettre en œuvre parce que, évidemment, ça suppose aussi de mobiliser vos services, de mobiliser votre comptabilité, que vous ayez un interlocuteur qui soit réceptif et envie de dialoguer. Bon, voilà. Est-ce qu'il faut être accompagné? Ça dépend des enjeux financiers. Évidemment qu'un accompagnement peut être judicieux pour s'assurer qu'on respecte bien la clause. Donc, c'est la première des choses. La clause de réexamen. Si effectivement, il y a une clause de révision des prix, là, évidemment, ça nous donne une petite marge de discussion parce que c'est prévu, mais est-ce que la clause de révision absorbe, je dirais, le choc actuel? Pas du tout certain. Le code de la commande publique permet de ce point de vue-là de réajuster la révision du prix. Il faut le prévoir, il y a des dispositions particulières. Mais encore une fois, voilà, c'est d'abord le contrat. On part du principe qu'on va commencer à analyser les clauses du contrat. Et de ce point de vue-là, que ce soit le juge administratif ou le judiciaire, il va d'abord analyser le contrat. Donc là-dessus, c'est toujours quand vous lancez dans un appel d'offres, parfois, il faut se dire, est-ce que l'opération est viable économiquement au regard du montage du cahier des charges? Parce que parfois, par expérience, même nous, quand on est prestataire aussi, parce qu'on est soumis pour certaines prestations importantes à une mise en concurrence, on dit, on n'y va pas, parce qu'il y a un risque économique. Et si, en l'état de la rédaction, ça veut dire qu'on prend déjà une situation, je vais récupérer un marché dont je ne suis pas certain de pouvoir derrière renégocier les clauses à la hausse et rééquilibrer. Voilà, donc ça, il faut aussi à un moment se dire, je n'y vais pas, sachant que vous avez toujours la possibilité, dans le cadre de ces mises en concurrence, d'interroger dans un laps de temps, pendant la période de passation et de l'attribution, il y a des temps où les entreprises peuvent poser des questions pour apporter des précisions sur la rédaction de telle ou telle clause dans le cahier des charges ou telle commande. Donc ça, il ne faut pas hésiter également à demander avant, parce qu'une fois que le marché est signé, on est censé être lié par ce qu'on a signé. Si on a fait une mauvaise évaluation, on va vous le reprocher, d'accord? Voilà. Encore une fois, voilà, c'est assez simple. Ensuite, après, on a une deuxième difficulté. Une fois qu'on a dit ça, c'est que même si on a des clauses, attention, le code de la commande publique encadre assez strictement ce qu'on appelle les avenants ou la modification des contrats. Bon, je connais bien le sujet. J'ai fait mon doctorat sur cette question, l'avenant dans les contrats publics. Donc, question qui revient, question qui est récurrente, dont on n'a pas encore solutionné à apporter, même si le code a apporté plus d'hypothèses qu'auparavant, mais à mon avis, ça n'a pas changé les difficultés d'interprétation. Le principe, c'est qu'il y a une mise en concurrence et on ne doit pas bouleverser cette mise en concurrence initiale en modifiant le contrat pendant la durée d'exécution. C'est pour ça que le code encadre strictement ces modifications. Alors, vous avez quelques marges de manœuvre, par exemple, que vous pouvez discuter avec les collectivités publiques. Pour les marchés de travaux, vous avez une possibilité jusqu'à 15% d'obtenir une modification par avenant sans vraie difficulté. Pour les marchés de fourniture ou de services, c'est de 10%. Voilà. Donc là, il y a des hypothèses. Mais quand ça va au-delà, la question est plus complexe. Et donc, on va rentrer dans le cas, ce qu'on entend par circonstances imprévues. Voilà, c'est prévu par le code, mais pour le coup, alors aujourd'hui, personne ne soutiendrait que la crise est prévisible. Je dirais, la crise est prévisible, mais pas dans son ampleur. Alors, la jurisprudence du Conseil d'État, de ce point de vue-là, est assez claire. Il y a un arrêt ancien qu'on a, commune d'Avignon, qui le dit très clairement. On peut prévoir la crise. C'est à propos de hausse des matières premières, d'ailleurs. Je crois qu'à l'époque, c'était du gaz. Par contre, on n'avait pas prévu l'ampleur de la hausse. Et donc, si l'ampleur de la hausse n'est pas prévue, évidemment, ça rentrerait dans ce qu'on appelle un élément d'imprévision. En tout cas, ça peut rentrer dans l'hypothèse. Voilà. Là, aujourd'hui, même s'il y a des simulations, je ne suis pas certain qu'on peut vous donner sur les 12 prochains mois une prévision fiable, certaine. Et donc, on n'aura pas de difficulté à justifier de circonstances imprévisibles, qui peut justifier un réajustement du prix du marché. Alors évidemment, je dirais, dans un marché à forfait, on a des pourcentages. Je fais une petite incise, mais qui est importante. Vous avez également, alors pour certains opérateurs, mais là on est sur des contrats je dirais, de taille plus conséquente, de durée plus longue. Si vous passez des concessions, vous avez un calcul
qui est plus complexe, puisque dans la concession, l'opérateur doit supporter une quote-part du risque économique. Contrairement au marché, vous avez un prix garanti dans les concessions. Concession de transport, par exemple, vous voyez, je mets très bien un opérateur de transport, soit maritime ou transport interurbain. Évidemment, le coût des carburants, même si on a des bus à l'électricité, aujourd'hui, on a fait une prévision, mais aujourd'hui, évidemment, on voit bien, ça va avoir un impact. Alors là, la difficulté est plus complexe parce que, en réalité, l'opérateur se rémunère pour l'essentiel sur l'exploitation et donc sur le prix versé par l'usager du service. Donc là, comment on réajuste? Généralement, dans ces contrats, il y a des clauses de réexamen, c'est des clauses importantes. Je pense que dans ce genre de situation, il faut activer en urgence les clauses de réexamen. Parce qu'il y a un vrai sujet. Vous avez des contrats qui ont été souscrits pour entre 5 et 10 ans, ça dépend de la durée et de l'importance de ces contrats. Et là, on peut avoir un impact assez significatif. Et donc, ça veut dire que le prix payé par l'usager dépend de la collectivité publique et non pas de l'opérateur économique. Vous avez, par exemple, des clauses de variation des prix qui sont pratiquées sur les concessions autoroutières, par exemple, c'est ce type-là. Mais le principe, c'est que si le prix doit être modifié pour l'usager, il faut l'accord préalable de la collectivité. L'opérateur ne peut pas modifier à sa guise le prix qui a été fixé parce que ce n'est pas de sa compétence. Donc, ça pose un vrai sujet. Si on augmente le coût des transports, évidemment, l'usager. Voilà. Donc, vous voyez qu'on rentre dans des contrats qui peuvent être dans le niveau de complexité. Donc, c'est vrai que les clauses de réexamen sont la solution pour, en tout cas, entamer une discussion, éventuellement assumer que la collectivité contribue à équilibrer le prix parce que c'est l'usager qui va être impacté. Vous ne pouvez pas non plus travailler à perte parce que vous allez être dans une situation où, moi, ce tarif-là, je ne peux plus soutenir économiquement le contrat. Voilà, donc on a aussi ces contrats-là un peu complexes que je n'ai pas abordés, mais où effectivement la question est encore plus délicate parce que vous êtes en crise avec l'usager tout en ayant une mission de service public, ce qui rend le forfait de ce point de vue-là est plus simple, même si en pratique, ce n'est pas évident de se mettre d'accord sur un montant. Donc voilà, donc il y a déjà la question du régime de l'avenant, jusqu'où on peut aller. Et là, c'est évidemment l'intérêt aussi d'être accompagné, c'est aussi d'inciter la collectivité, les juristes, sur des montages qui sont sécurisés, garantis, en tout cas, voilà, dans le contexte actuel, évidemment, qui risque de contester les modifications, probablement pas un opérateur économique, puisqu'il n'est pas été attributaire, c'est souvent, on va être sous le contrôle du préfet. Ce type d'opération, celui qui aura intérêt à contester l'avenant qui serait passé, la modification, c'est probablement le préfet. Voilà, il y a de ces questions-là, et il y a aussi évidemment d'anticiper le risque pénal lié au favoritisme. Encore une fois, si vous modifiez trop le contrat par avenant, vous basculez en réalité en requalification de l'avenant en nouveau contrat. Ça veut dire que vous ne pouviez pas maintenir le contrat, il fallait résilier le contrat. Vous voyez, on arrive à une situation où l'ampleur est telle que, de toute façon, on ne peut pas poursuivre le contrat. Donc, il faut résilier et relancer. Alors, si on a une résiliation, évidemment, parfois, il y a des contraintes. Soit on résilie, on fait une convention provisoire, le temps de relancer. Mais en tout état de cause, à un moment donné, vous avez un effet de seuil. Alors, si vous franchissez le seuil, il y a une prise de risque pour la collectivité, mais aussi pour l'entreprise. En disant, finalement, vous êtes servi de la crise pour favoriser l'entreprise. Bon. Je pense qu'il y aura un peu d'indulgence des parquets dans le contexte actuel, mais attention, ça demande quand même de la vigilance dans le montage juridique. Voilà. Donc, il faut arriver de ce point de vue-là à bien utiliser la boîte à outils. Finalement, la boîte à outils, elle est dans le code de la commande publique, puisque c'est le code de la commande publique, et notamment les dispositions relatives aux modifications. Voilà, donc je vous fais l'économie des articles, mais voilà, c'est dans le code de la commande publique, il y a des hypothèses qui sont prévues, il faut déjà activer ça pour la collectivité, c'est le moyen de sécuriser l'opération. Pareil pour les concessions, c'est dans le code de la commande publique, donc on a un support, le Conseil d'État dans son avis du 15 septembre l'a très justement rappelé, utilisez d'abord le code de la commande publique, puisque les principes sont posés, au-delà de la loi, de ce que les parties, une fois que les parties se sont mis d'accord, il faut s'assurer, pour sécuriser l'opération, que ça rentre bien dans le régime qui est prévu par le code de la commande publique. Si on se met d'accord à un moment autour d'une table sur une négociation, ce qui est souvent le cas, parce qu'il y a aussi des collectivités qui ont conscience qu'il faut... Parce qu'encore une fois, si vous êtes en situation de blocage, je vous mets en situation de mon premier cas, vous n'êtes pas d'accord. Si vous commencez l'exécution,
puis on verra plus tard. Je ne vous cache pas que ça se passe comme ça dans la vraie vie. On vous dit, vous inquiétez pas, allez-y, je vous vois sourire, mais on voit combien de clients me disent ça. On verra après. Non, surtout pas. Parce que ça veut dire que vous êtes, vous, en situation de faiblesse, vous avez accepté de commencer des travaux, et ça veut dire qu'après, vous allez, une fois que les travaux ont été réalisés, devoir discuter de ce que coûte si on ne s'est pas mis d'accord. La meilleure sécurisation, c'est d'avoir signé un avenant et un ordre de service. Et on s'est mis d'accord sur le prix et les modifications, sur la durée. Donc, il faut d'abord signer. Mais dans la vraie vie, je sais qu'on régularise. Mais quand ça se passe mal, vous avez un changement au sein de la collectivité, une élection, changement de municipalité, changement de directeur des services techniques, le responsable du chantier, les accords verbaux qu'on avait pu avoir, ça s'envole. D'accord? Donc, là, les traces écrites sont importantes. Et il ne faut pas hésiter à aller au clash quand vous êtes en difficulté, parce que je prends mon entreprise qui doit commencer en janvier son marché pour l'armée. Je lui ai dit, s'ils ne veulent pas renégocier, vous dites, moi, je ne suis pas en mesure économiquement d'assurer ma prestation. Donc, ça veut dire que vous inversez la charge de la preuve, ça veut dire que doit faire la collectivité? Soit ils se mettent d'accord avec vous, soit ils sont obligés de résilier le marché. Alors, soit ils vont tenter de vous mettre une faute sur le dos, mais il y aura débat sur la faute. Donc, mais s'ils résilient le marché, pour réaliser le marché, ils sont obligés de relancer une procédure pendant 8 à 9 mois. Donc, dans le planning, je ne suis pas certain que le montant de la négociation que vous envisagez dans le respect du cadre légal soit plus avantageux si aujourd'hui les entreprises candidatent pour la même prestation dans 8 mois, vu le coût des matières premières, elles vont proposer un prix sûrement beaucoup plus important que la négociation. Et puis, s'il y a un contentieux de la résiliation, ils en prennent pour 4 ans. Et vous, votre entreprise, pendant 4 ans, elle n'est peut-être pas condamnée à payer peut-être rien du tout. Tandis que si vous avez fait l'avance, parce que vous avez fait les travaux, c'est vous qui allez devoir courir après en tant qu'entrepreneur. Dans le cas du décompte général définitif que vous avez tous dans les marchés, on va devoir acter dans le marché qu'il y a des travaux non pris en compte ou qu'il y a des surcoûts liés à la crise qui n'ont pas été pris en compte. Et donc, c'est vous qui allez initier le contentieux. Par contre, en attendant, vous avez une trésorerie, vous avez un reliquat de 300 000 € sur un marché et vous allez courir devant le juge. Ça va vous prendre 2 à 4 ans pour peut-être obtenir une décision. Vous voyez, donc là aussi, dans la gestion du marché, il faut avoir, si vous êtes en initiative, des fois, il faut dire, moi, je ne peux pas le faire à ce tarif-là aujourd'hui. Je vous démontre qu'économiquement, je ne suis pas en mesure de le faire. Résiliez le marché. Et ils sont obligés de repartir pour un tour. Je veux dire, alors, vous reprenez pour 10 mois un marché, plus avec les coûts. Donc là, c'est aussi dans la pratique un levier de discussion. Mais si vous commencez à exécuter la prestation et que vous la réajustez après, ça se passe mal. C'est vous qui allez être en situation de fragilité puisqu'il y a un conflit. Et en tout cas, vous avez fait l'avance puisque vous avez mobilisé une équipe. Il y a un coût et vous n'avez pas la contrepartie. Voilà. Donc là aussi, dans la gestion des relations, pour être des deux côtés dans notre cabinet, on voit bien que ce qui fait peur à une collectivité, c'est de dire si je dois tout reprendre à zéro et récupérer un nouveau prestataire, je ne suis pas certain d'avoir un prestataire de cette qualité qui va me faire. Et quel sera le prix aujourd'hui? Il y a le même degré d'incertitude. Donc voilà, donc ça fait partie des leviers aussi de gestion très opérationnelle. Et vous êtes accompagné de avocats. À partir du moment où vous justifiez la réalité économique du surcoût, que vous démontrez que votre entreprise ne peut pas accepter de réaliser un marché à ces conditions-là, avant l'exécution, il y aura débat devant un juge, mais pas certain qu'un juge vous désavoue. Voilà, donc que l'administration, finalement, à un moment dit, bon, on va peut-être trouver un terrain d'entente. Voilà, on va trouver, peut-être chacun fait un effort pour essayer d'avancer. Voilà, c'est un peu aussi le but du jeu, c'est de favoriser la négo. Dernier point, après je laisserai la scène. Donc, on a ce qui a été voté par deux choses. Vous avez l'avenant pour réajuster votre contrat pour la durée d'exécution du contrat, et puis vous avez cette fameuse imprévision. Je terminerai là-dessus et je donnerai la parole à mon associé. La théorie de l'imprévision est une théorie qui est ancienne en droit public. Les amateurs de droit administratif vous diront que c'est né dans les années 1916. Les conclusions de Léon Blum, homme politique de premier plan. Donc voilà, donc la théorie de l'imprévision, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du droit public des contrats. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie, aujourd'hui, elle a été
expressément codifié dans le code de la commande publique, puisque le code prévoit qu'il y a un droit à l'imprévision pour les entreprises. Elles peuvent se prévaloir d'une situation d'imprévision. Donc, c'est aujourd'hui dans les principes directeurs de la commande publique. C'est même plus un principe jurisprudentiel, c'est un principe qui est posé par la loi. C'est rappelé. Voilà. Donc, il n'y a pas de discussion sur la mise en œuvre. La difficulté, évidemment, c'est comment on met en œuvre la théorie de l'imprévision, dans quelles conditions, etc. Et c'est là où, évidemment, il y a des difficultés, bien évidemment, mais dans son principe, vous pouvez vous en prévaloir. Même si le contrat ne le prévoit pas expressément. J'ai même vu maintenant dans des cahiers des charges, ils l'interdisent. J'ai vu quelques... Voilà. J'ai mis des réserves sur la légalité de la clause. Enfin, mais j'ai vu ça, vous confirmez? Oui, donc ce n'est pas des légendes. J'ai été saisi par une cliente, justement, et je lui dis, bon, si on est devant le juge, je pense que la clause ne tiendrait pas, puisque c'est prévu dans le code de la commande publique. Alors, on a dérogé, mais c'est une disposition légale. J'ai la faiblesse de penser que le juge écarterait la clause. Oui, mais ça, c'est probablement pour vous dissuadier d'y aller. Mais pas moi, en tant que juriste, et c'est ma matière, je pense qu'il y a un vrai sujet. Ça veut dire que vous privez d'un droit, d'un principe directeur de la commande publique, c'est prévu dans les dispositions générales par une clause à valeur réglementaire. Principe de hiérarchie et normes, je pense que la disposition légale s'impose sur le règlement. Enfin, il y aurait un débat. En tout cas, moi, je pense que devant une juridiction, ça devrait être remis en question. Mais on voit me paraître ce type de clause. Pas systématique, mais ce type de clause. L'imprévision, ça veut dire qu'on est en dehors du schéma classique avec l'avenant. Ça veut dire qu'on ne va pas rentrer dans le code de la commande publique. Il va falloir discuter d'une situation qui est provisoire. Encore une fois, la théorie de l'imprévision ne peut être mise en œuvre que parce qu'elle a un caractère temporaire. Vous estimez que pendant une période de 5-6 mois, il y a un surcoût lié aux problématiques de matières premières comme on connaît actuellement. Dans ce cadre-là, vous allez demander à l'administration une indemnité pour vous accompagner pendant les 6 mois. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le caractère temporaire. Donc, ça veut dire qu'on va passer une convention d'indemnisation, convention d'imprévision, sur le fondement de la théorie d'imprévision, qui a un caractère temporaire. D'accord? Si ça dure, ça ne peut pas être de l'imprévision. On risque de basculer dans la force majeure et peut-être il faudra envisager de résilier le contrat. Donc la convention d'indemnisation, et le Conseil d'État, dans son avis, le rappelle très clairement, il faut une convention qui se distingue bien du code de la commande publique. Donc on doit se mettre d'accord sur un montant d'indemnité. Alors l'imprévision, ça suppose qu'on démontre qu'il y a un événement extérieur. Bon, là-dessus, tout le monde s'accorde sur l'événement extérieur et l'extérieur. Il sera facile à caractériser, qui bouleverse l'économie du contrat. Évidemment, c'est toute la difficulté de cette notion. Pour avoir fait quelques articles sur le sujet, pour avoir travaillé, je n'ai pas de solution miracle à vous dire à partir de quel seuil on considère que le contrat est bouleversé économiquement. Ça dépend du type de contrat, ça dépend des éléments constitutifs du contrat. Vous voyez, on vous dit alors 10, 15, 20%. Oui, il y a des seuils qu'on voit dans la jurisprudence, mais ce ne sont pas des seuils réglementaires, ce ne sont pas des seuils qui s'imposent au juge. C'est un indicateur à partir duquel on peut considérer qu'on est en situation potentielle d'imprévision. Donc là, il y a un vrai calcul économique à faire aussi, une démonstration là aussi pour justifier de la légalité de la convention. C'est ce qui est tout sauf simple parce qu'il n'y a pas de seuil. À un moment, on me dit oui, il y a des seuils de 15%, mais ce n'est pas fixé par un texte. C'est à l'appréciation au cas par cas et c'est le juge qui va apprécier en fonction de la situation s'il y a un bouleversement. Donc il faut être en capacité avec ces experts financiers de démontrer que la situation bouleverse l'économie du contrat. Ce n'est pas un simple aléa de marché, parce que l'aléa de marché doit être supporté par l'entreprise également. Donc là, il y a un vrai sujet. Même si le principe est posé, la mise en œuvre est difficile, bien évidemment, parce qu'on se heurte à des notions économiques dont les juristes ont parfois du mal à bien définir. Voilà, sur ces questions, on a travaillé. Bon, il y a des définitions, mais c'est une notion économique, le bouleversement. Donc, ça dépend des rapports contractuels avec votre prestataire. Donc ça, c'est possible. C'est des possibilités d'ajustement indépendamment de l'avenant. C'est à côté de l'avenant, vous avez la théorie de l'imprévision qui peut vous accompagner. En tout cas, c'est un droit pour l'entreprise d'être aidée. Pourquoi? Parce que vous assumez indirectement ou directement une mission de service public, vous participez à une mission de service public et donc à ce titre, on doit vous aider temporairement pour surmonter vos difficultés.
C'est le principe qui avait été posé très tôt par le Conseil d'État et qui a été confirmé à de nombreuses reprises. Toute la difficulté, bien évidemment, c'est de la mise en œuvre. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le plan du droit de la commande publique, puis je répondrai très volontiers à vos questions. Je passe la balle à mon associé sur le volet droit privé avec des questions qui sont communes, des questions différentes, bien évidemment. Merci pour votre écoute. Merci Didier. Après ce brillant exposé concernant les outils susceptibles d'être utilisés par les entrepreneurs face à ce genre de bouleversement de l'économie de leur contrat lorsqu'il s'agit de contrats publics, la question se pose de savoir quels sont les outils potentiellement utilisables s'il s'agit de contrats ou de marchés relevant cette fois du droit privé. Alors, je vais enfoncer là encore une porte ouverte, mais c'est une donnée avec laquelle nous devons composer. Et c'est parfois un grand avantage, facteur de sécurité, à savoir le principe de la force obligatoire des contrats. C'est évidemment au cœur des relations économiques et on a du mal à imaginer ce que pourraient être les échanges économiques et la vie de nos entreprises s'il n'y avait pas ce principe cardinal de notre droit, qui est celui de la force obligatoire. Auparavant, et certains d'entre vous peut-être ont encore ce souvenir dans leur mémoire, auparavant consacré par l'article 1134, alinéa 1er du Code civil, l'ancien article 1134 est désormais au travers de l'article 1103, qui dispose effectivement que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie, et c'est ça l'illustration des enjeux sur le plan des relations économiques, cela signifie que les contrats doivent être respectés, ils doivent être exécutés sous peine de sanctions. Et cela nous renvoie bien évidemment à certaines situations litigieuses où la partie créancière d'une obligation qui n'a pas reçu ce qui était attendu pourra envisager d'en réclamer soit l'exécution forcée, soit une indemnisation, soit même encore, l'un n'étant pas exclusif de l'autre, la résolution ou la résiliation de ce contrat. Mais au regard du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que le contrat ne peut pas, en principe, être modifié de façon unilatérale par l'une des parties, ni même, en principe, là encore, par le juge, et en principe, là encore, le législateur lui-même n'est pas censé pouvoir porter atteinte à ce qui constitue la loi des parties, étant rappelé la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle. Mais ce qui peut être, d'un certain point de vue, et j'allais dire en temps normal, un facteur de sécurité juridique, quelque chose qui vise à faciliter, voire à promouvoir les relations économiques, eh bien, peut s'avérer être potentiellement un piège ou un carcan pour les entreprises contractantes dans un contexte de crise comme le nôtre actuellement. Et nous en avons eu là encore de nombreuses illustrations pratiques de ces répercussions au moment de la crise du Covid, au moment où de très nombreux entrepreneurs ont dû fermer boutique. Et nous avons au niveau du cabinet été grandement mobilisés pendant cette période pour les accompagner, y compris dans le cadre d'éventuelles négociations avec les compagnies d'assurance lorsqu'il s'agissait de défendre leurs intérêts en termes de droit à être indemnisés au titre d'une perte d'exploitation, etc., etc. Mais alors même que nous ne sommes pas complètement sortis de cette crise du Covid, semble-t-il, s'ajoutent ces tensions internationales dont nous avons déjà parlé. D'où, fort heureusement, l'existence de tempérament à ce principe de la force obligatoire des contrats. En pratique, les parties peuvent, je l'ai dit à titre introductif, envisager de modifier ce contrat ou de le réviser d'un commun accord. Mais il faut distinguer plusieurs hypothèses selon que le contrat contient en son sein des clauses d'adaptation ou de révision qui ont vocation à s'appliquer justement en cas de changement de circonstances. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, les parties ont pu être prévoyantes.
ont pu insérer dans le contrat des clauses particulières. On est donc dans la prévision. Mais la situation est bien différente si, au contraire, les parties, pour X ou Y raison, n'ont rien prévu à l'origine, n'ont pas prévu d'intégrer dans le contrat de telles clauses particulières. La marge de manœuvre dont on va pouvoir bénéficier va changer considérablement selon que l'on se trouve dans l'une ou l'autre de ces hypothèses. Vous avez, tout un chacun, peut-être déjà été confronté dans vos contrats à ce type de clause. Il peut s'agir de clauses de type indexation du prix, très fréquentes dans les relations d'affaires, c'est-à-dire une clause au travers de laquelle on va anticiper un changement de situation et où on va également, par la même clause, prévoir les conséquences. C'est-à-dire que les règles du jeu vont ainsi être fixées par le contrat. Mais on peut également être confronté à d'autres types de clauses, quelque peu différentes, où il s'agit de prévoir simplement l'obligation pour les parties de se réunir autour de la table des négociations pour renégocier le contrat, sans généralement imposer de parvenir à un résultat concluant, c'est-à-dire sans que les parties ne soient tenues d'aboutir, de parvenir à un accord. C'est ce que l'on appelle généralement la clause de renégociation, que l'on appelle également, en termes anglo-saxons, la clause de hardship. Eh bien, fort logiquement, de telles clauses ont vocation à recevoir application. Donc on est dans un cas de figure de prime abord relativement simple dans la mesure où le contrat le prévoyant, les parties ont vocation à appliquer ce contrat. Mais la réalité est parfois, voire par expérience souvent, plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. Et vous avez peut-être en tête, chacun d'entre vous, des difficultés d'ordre rédactionnel. En fonction des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, négocié ou non à la base, dans la hâte, dans l'urgence, ou au contraire après un temps suffisant de réflexion. Et donc certaines de ces clauses peuvent poser des difficultés d'interprétation. Or, dans un tel contexte, il peut être parfois nécessaire, en cas de désaccord persistant sur le sens à donner à ces clauses, eh bien, de saisir le juge, le cas échéant, pour résoudre ces difficultés d'interprétation. Sachant que les difficultés d'interprétation peuvent être suscitées soit par des problématiques de mise en œuvre, ou également des problématiques tenant aux effets de ces clauses. On regarde ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire il peut y avoir difficulté sur la question de savoir si on est véritablement aujourd'hui dans un contexte tel que le contrat le prévoit. Est-ce que la clause n'est pas d'ailleurs rédigée en des termes trop généraux? Et de ce point de vue-là, la généralité excessive des termes peut peut-être conduire un juge à la regarder avec un œil suspicieux et peut-être la neutraliser. Donc, immédiatement, le réflexe peut être, chez le chef d'entreprise, celui de se dire qu'il y a peut-être un combat à mener, potentiellement, en termes d'interprétation de ces clauses, car cela peut permettre de solutionner un certain nombre de situations. Mais, dans un grand nombre de cas, le contrat ne contient malheureusement aucune clause de révision ou d'adaptation en cas de changement de circonstances, et notamment en cas de crise. Et ces clauses se retrouvent plus ou moins... Enfin, on est dans ces situations en fonction notamment de certains secteurs d'activité. Au regard de la typologie des activités, on peut être plus ou moins sensibilisé à ces contextes. Et bien évidemment là, je vais me focaliser sur les contrats internes, mais la situation pourrait être encore différente lorsque vous êtes amené à conclure des contrats internationaux, où justement, vous pouvez être amené à être en relation d'affaires avec des partenaires dans des climats plus ou moins stables, et où du coup, bien évidemment, le réflexe naturel est de prévoir de telles clauses. La difficulté est généralement présentée comme l'hypothèse justement de l'imprévision. Rien n'a été prévu dans le contrat. Que faire? Bien évidemment, vous le savez tous, la difficulté peut être résolue à l'amiable d'un commun accord, soit en révisant le contrat en cours d'exécution, on va donc modifier, adapter le contrat,
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça peut prendre un temps plus ou moins long, mais on peut parfaitement y parvenir. Juridiquement, on sait faire, c'est prévu. Et dans certains cas, on peut peut-être préférer y mettre fin, là encore, d'un commun accord. C'est la résiliation amiable, la rupture du contrat. Le droit commun des contrats le prévoit, bien évidemment, à travers de l'article 1193 du Code civil. Mais en pratique, en fonction notamment des enjeux financiers pour chaque partie, de l'importance que peut avoir le contrat, et notamment lorsque l'une des parties est tentée de tirer un avantage financier particulièrement élevé au regard de telles circonstances. Et pour en discuter régulièrement avec les entrepreneurs, on est face à des situations différentes selon que l'on vise à préserver des relations partenariales sur le long terme. On vise à finalement assurer autant que possible la survie économique de son co-contractant, parce qu'on ne cherche pas justement à l'affaiblir au maximum dans le but de maximiser son propre profit. Mais il y en a d'autres qui sont amenés à arbitrer les choses de manière différente, bien évidemment, et nous le savons tous. Et c'est ce qui peut conduire, ou ce qui conduit très fréquemment, à un blocage lorsque l'on tente de renégocier le contrat. C'est là, précisément, que la partie qui subit à son désavantage ce changement de circonstance, ce bouleversement de l'économie du contrat, peut être tentée d'avoir recours au juge et donc d'initier un contentieux dans l'hypothèse où malheureusement il n'aura pas été possible au préalable de s'entendre à l'amiable. Et c'est là où précisément un certain nombre de chefs d'entreprise se posent la question de savoir ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce que l'on peut notamment attendre du juge dans de telles circonstances? Est-ce que le juge dispose du pouvoir de réviser lui-même ou d'adapter lui-même le contrat à ce changement de circonstance, alors même que nous avons précisé préalablement que le contrat est censé être intangible, doté d'une force obligatoire? Et si c'est le cas, à quelles conditions? Là encore, en pratique, vous avez peut-être vous-même été confronté à ces difficultés. Et le juge dispose-t-il d'une entière liberté d'appréciation, d'un pouvoir sans limite de révision du contrat, de fixer lui-même, comme bon lui semble, les règles du jeu, ou au contraire, est-ce que ce pouvoir est encadré? Et si oui, de quelle manière? Et c'est là où une innovation, certains même parlent de bouleversement, non pas de l'économie du contrat, mais de notre droit, parce que pendant très longtemps, et tu as rappelé certains de nos vieux souvenirs, et effectivement, sur les bancs des facultés de droit, on enseigne auprès des étudiants ce célèbre arrêt dit Canal de Craponne, qui date de 1876, à partir duquel la Cour de cassation a refusé d'appliquer la théorie de l'imprévision au contrat de droit privé. Et donc, pendant très longtemps, alors même que dans d'autres pays, et peut-être pas si loin de chez nous, notamment en Europe, par exemple en Allemagne, les juges étaient dotés quant à eux, et le sont toujours, d'un pouvoir de révision du contrat. En France, cela n'existait pas. Aucun pouvoir de révision judiciaire du contrat n'était reconnu aux juges. On a considéré pendant longtemps que c'était trop attentatoire à la sécurité juridique et aux intérêts des parties en présence. Je ne vais pas revenir évidemment ici sur la genèse de la réforme du droit des contrats, sur la volonté sans doute, à travers d'une inspiration, de suivre certains exemples, notamment anglo-saxons. Bref, il y a eu un changement notable à compter du 1er octobre 2016. 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme du droit commun des contrats qui a vocation à s'appliquer, vous le savez, aux contrats dits de droit privé. Et ce bouleversement résulte de l'intégration dans notre droit commun des contrats d'un pouvoir de révision judiciaire du contrat. Le juge se voit désormais doté lui-même d'un pouvoir de révision ou d'adaptation du contrat à de tels bouleversements de circonstances. Ce bouleversement, vous le trouverez transcrit dans le Code civil au terme du nouvel article, nouvel entre guillemets, vous l'avez compris, puisque
quelques années se sont écoulées depuis. Nouvel article 1195 du Code civil. Alors, qui est potentiellement concerné par cette révolution, ce bouleversement? Alors, là encore, je vais rapidement enfoncer un certain nombre de portes, à mon sens, ouvertes, parce que beaucoup de chefs d'entreprise en ont entendu parler, ne savent peut-être pas encore comment le manipuler, comment manipuler ces règles, mais je rencontre encore régulièrement des chefs d'entreprise qui l'ignorent totalement. Notamment certains dirigeants de TPE-PME non dotés de services juridiques en interne, qui tombent des nues lorsque je leur indique qu'il est possible de s'adresser à un juge pour lui demander ni plus ni moins que de réécrire le contrat en quelque sorte. Donc, là encore, notre intervention aujourd'hui avait très modestement vocation à diffuser cette information en tant que de besoin. Sachant que le domaine d'application de cette nouvelle règle, instaurant ce pouvoir de révision judiciaire du contrat, est très large, puisque cela concerne, par principe, tous les contrats. Par principe, tous les contrats. Et en pratique, cela va essentiellement concerner les contrats qui, bien entendu, s'inscrivent dans le temps. Puisque si le contrat est à exécution instantanée, le problème n'est pas du tout du même ordre que si vous êtes enfermé dans ce carcan contractuel pendant des mois et des mois, alors même que vous subissez un bouleversement de son économie générale au regard de ce changement de circonstances. Parmi les cas de figure qui peuvent se présenter, certains ont considéré que la révision judiciaire ainsi instaurée ne devait pas concerner les contrats à exécution successive et à durée indéterminée. Pourquoi? Eh bien parce que comme ils ont vocation à être résiliés à tout moment, simplement moyennant le respect d'un délai de préavis, on pourrait considérer que s'il y a vraiment une difficulté de cet ordre, si le contrat devient intenable économiquement, eh bien, il est simple de procéder à sa résiliation. Sauf que la partie qui subit de prime abord cette situation, ce bouleversement de l'économie du contrat, peut avoir intérêt au maintien du contrat en fonction de son importance. Lorsqu'il s'agit d'un contrat vital économiquement pour elle, elle peut quand même préférer autre chose que le fait d'y mettre fin. On peut songer par exemple à la situation d'un distributeur qui est lié par un contrat de concession ou de franchise. On ne procède pas à la résiliation de ce type de contrat en un claquement de doigts sans songer aux conséquences. Et évidemment, la faculté de résiliation unilatérale n'est pas toujours aussi simple qu'on l'aimerait à exercer et elle est parfois encadrée. On exige parfois de justes motifs de résiliation. Et c'est notamment dans ce genre d'hypothèse que l'on peut ressentir un intérêt pratique et stratégique à préférer avoir recours à la révision judiciaire du contrat. Et c'est d'autant plus important que le pouvoir ainsi dévolu au juge judiciaire est extrêmement vaste. Alors il y a deux manières de voir les choses, selon de quel côté on se place. D'un côté, on peut y voir des opportunités considérables. De l'autre, on peut y voir un grand danger. Parce que personne, au moment où je vous parle, n'est en capacité d'anticiper le sens exact et précis de la décision qui va ainsi être rendue par le juge à l'issue du contentieux. Ce qui veut dire qu'on peut peut-être craindre d'ouvrir la boîte de Pandore et de ne pas trop savoir ce qui va en sortir. On était dans une situation intenable économiquement, mais il ne faudrait pas que le remède judiciaire soit pire que le mal à la fin. Oui, mais en même temps, serait-il préférable de ne pas pouvoir sortir ou de ne pas pouvoir, dans ce cas, faire modifier ou adapter le contrat lorsqu'il est devenu intenable économiquement? De ce point de vue-là, au regard des intérêts en jeu, c'est peut-être mieux que pas. Sachant que le pouvoir de révision dont dispose ainsi le juge est a priori sans limite. C'est-à-dire qu'en l'état actuel du droit positif, au regard des textes, notamment de la lettre de l'article 1195 du Code civil et de la jurisprudence, et au regard de
ce qu'on a coutume d'appeler la doctrine, personne n'est capable de déterminer à l'heure d'aujourd'hui quelles sont véritablement les limites au-delà desquelles le juge judiciaire ne pourrait pas aller en exerçant ce pouvoir de révision judiciaire. Face à ce danger, face à ce risque que beaucoup avaient anticipé et identifié au moment où la réforme était sur le point d'entrer en vigueur, on a vu d'une certaine manière une généralisation, en tout cas un développement de clauses destinées à prévenir ce genre de risque ou ce type de danger. C'est-à-dire des clauses au travers desquelles on va écarter expressément la possibilité de demander au juge de réviser judiciairement le contrat. C'est-à-dire des clauses écartant l'application de l'article 1195 du Code civil. Alors, vous avez sans doute lu beaucoup de choses à cet égard, et il y a un courant, notamment doctrinal, très largement majoritaire, qui considère que cela ne pose pas de difficulté, que de telles clauses sont parfaitement valables, dans la mesure où l'article 1195 du Code civil n'aurait qu'un caractère supplétif et non impératif. Cela veut dire que dès l'instant où le législateur ne lui a pas conféré un caractère d'ordre public, expressément, il n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où les parties n'en ont pas décidé différemment dans leur contrat, au travers d'une clause contraire. Je me permets modestement d'attirer l'attention de tous sur le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas tout à fait aussi évident. Et il y a d'ailleurs certains auteurs en doctrine qui ne partagent pas l'avis du courant censé être majoritaire et qui considèrent que ce type de clause pourrait voir leur validité discutée, notamment sous l'angle du caractère d'ordre public qu'on pourrait in fine reconnaître à ce texte dans certains points de vue. Et la principale difficulté à cet égard, c'est que l'incertitude demeure dans la mesure où il y a des débats doctrinaux, mais il n'y a encore pas de prise de position claire de la Cour de cassation. Ce qui veut dire que les entrepreneurs confrontés à ce type de situation et qui ont conclu des contrats stipulant ce type de clause doivent conserver à l'esprit qu'en cas de contentieux, en l'état actuel des choses, l'issue d'une telle procédure, qui est d'ailleurs par essence, on le sait bien par expérience, aléatoire, l'est particulièrement sur ce point, tant que la Cour de cassation n'aura pas tranché de manière claire. De plus, et je glisse ici une piste de réflexion, de telles clauses pourraient voir leur validité remise en cause au regard notamment des règles qui visent justement à sanctionner ce que l'on peut qualifier de manière générique de clauses abusives, entre guillemets, c'est-à-dire pas uniquement au sens où on peut l'entendre dans la législation consumériste, en droit de la consommation, mais plus largement, notamment au travers des dispositions du droit commun. Et notamment lorsqu'elles sont stipulées dans des contrats susceptibles d'être qualifiés de contrats d'adhésion. Contrats d'adhésion définis dorénavant dans le Code civil et qui correspondent globalement à l'idée force d'un contrat qui serait imposé par l'une des parties, en bloc. C'est à prendre ou à laisser. On n'en négocie pas véritablement et librement le contenu et les clauses. Dans ce genre de cas, la partie qui subit le bouleversement de l'économie du contrat pourrait tenter de faire valoir le fait qu'il s'agit de clauses devant être réputées non écrites par le juge, de manière à retrouver la liberté de demander in fine au juge de réviser le contrat et donc de l'adapter à ce changement de circonstances. Il y a également d'autres pistes de réflexion qui peuvent être ouvertes au regard des dispositions du Code de commerce, et notamment l'article L442-6, premièrement, deuxièmement, du Code de commerce. Dans les cas où le contrat n'écarte pas expressément la possibilité de demander ainsi au juge de réviser le contrat, il y a néanmoins des conditions qui sont posées pour que l'entrepreneur puisse demander au juge de le réviser.
Et mon associé avait très justement fait allusion à une problématique pratique essentielle, le temps, et notamment le temps judiciaire. Ce qui, bien évidemment, devra être pris en compte en pratique dans le cadre de l'élaboration des stratégies. C'est-à-dire, en clair, aura-t-on le temps d'attendre que le juge révise le contrat par application de l'article 1195 du Code civil? Avant d'en venir au process, à la procédure en quelque sorte devant être respectée, quelques mots très rapidement sur les conditions, parce qu'il y a tout de même des conditions posées à ce pouvoir de révision judiciaire du contrat. Il faut tout d'abord qu'il s'agisse d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. On a tout de même enfermé les cas dans lesquels on peut procéder à une telle révision judiciaire du contrat. On a fixé certaines limites au domaine d'application de ce texte. Ce texte ne pourra être potentiellement appliqué que si l'entreprise qui le demande justifie être confrontée à un changement de circonstances imprévisible. À quel moment? Imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Là, on touche un point crucial en pratique. C'est qu'il ne suffit pas de penser que dès l'instant où on subit un bouleversement du contexte économique rendant intenable le contrat, eh bien que l'on pourra très facilement demander au juge de réviser. Il va falloir très méticuleusement analyser le contexte qui était en vigueur, si je puis dire, qui constituait la réalité au moment où le contrat a été conclu. Et à l'heure d'aujourd'hui, on manque beaucoup de visibilité au regard d'une jurisprudence qui est en devenir essentiellement. Et la plupart des auteurs et des praticiens s'accordent pour dire qu'on peut raisonner par analogie avec ce qui se passe en matière de force majeure. C'est-à-dire qu'on a déjà quelques repères lorsqu'il s'agit d'apprécier ce que peut être une circonstance imprévisible, parce que ça recoupe la notion de force majeure. Il faut donc que ce changement de circonstance ne soit pas considéré comme ayant pu être raisonnablement prévu par les parties au moment de la conclusion du contrat. Mais comme tu l'as très justement rappelé tout à l'heure, il y a des cas dans lesquels on pouvait peut-être prévoir sur le principe l'événement, on pressentait que c'était en train de tourner et peut-être pas dans le bon sens, mais on n'était sans doute pas capable d'en mesurer l'ampleur. Et c'est précisément là que l'on va pouvoir se battre dans un certain nombre de cas. Donc là-dessus, il y a vraiment une attention toute particulière qui doit être accordée à l'analyse du contexte, de l'environnement, si je puis dire, dans lequel le contrat a été conclu, pour pouvoir envisager de recourir ensuite à une telle demande de révision judiciaire du contrat. Deuxième condition essentielle et stratégique, ce changement de circonstance doit rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse. Alors cela peut paraître évident, puisque pour que l'on soit amené à demander une telle révision du contrat, c'est qu'il y a un problème économiquement, c'est que le contrat ne satisfait pas à tout le moins l'une des parties. Sinon, on ne s'adresse pas au juge et on ne demande même pas peut-être la renégociation du contrat. Mais toute la difficulté, et de ce point de vue-là, ça rejoint là encore ce que tu as évoqué dans le cadre de l'analyse des règles de droit public, toute la difficulté, c'est d'identifier les éventuels seuils. À partir de quand on va considérer que l'exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse? Le texte ne le précise pas. Ce qui pose bien évidemment à cet égard des difficultés d'interprétation. Et le juge, de ce point de vue, va devoir se prononcer au cas par cas. Il n'y aura pas de règle générale et absolue valable dans tous les cas et pour tout le monde. Ça va être systématiquement de la casuistique, une analyse au cas par cas. Sachant que, ça peut paraître évident pour beaucoup d'entre vous, mais je me permets quand même de le rappeler, en droit français, on n'a pas de problème particulier avec des contrats potentiellement déséquilibrés sur le plan économique. C'est-à-dire que les contrats n'ont pas vocation à être équilibrés. Les contrats peuvent être sans difficulté déséquilibrés. Ça traduit l'inspiration quand même libérale de ce système, de ce point de vue.
Les parties doivent, au moment où elles négocient, veiller à la préservation de leurs intérêts. Et ce n'est pas parce que le contexte change, ce n'est pas parce qu'il y a une évolution des circonstances que l'on peut, là encore, exiger la révision judiciaire d'un contrat qui ne nous convient plus, qui n'est pas assez rentable, etc., etc. Donc ça ne pourra concerner que des hypothèses tout à fait exceptionnelles. Ça ne peut pas être en rapport de proportion avec ce que les parties auraient pu raisonnablement anticiper au moment où elles se sont mises d'accord. Et bien évidemment là, ça va être un sujet de bataille, un sujet de combat âpre. Puisqu'encore une fois, aujourd'hui, personne n'est capable de dire avec certitude à partir de quel seuil le juge va accepter d'intervenir. On peut néanmoins essayer de conférer une certaine visibilité aux entrepreneurs en tirant les enseignements des seuils qui ont été reconnus comme suffisants en jurisprudence. Et à l'heure d'aujourd'hui, le privatiste que je suis n'a pas d'autre recours que de s'intéresser à la jurisprudence administrative. Et c'est d'ailleurs le sens de la circulaire du Premier ministre du 30 mars dernier qui fait allusion à ces seuils, et sauf erreur de ma part, et je parle sous ton contrôle, globalement, à partir de 7%, ça paraît déjà suffisamment substantiel pour peut-être justifier que l'on demande au juge d'intervenir. Entre 7 et 12%, bien évidemment au-delà, ça ne fera qu'accentuer le bien fondé de la demande. Il a été sympa. C'est pas trop les seuils qui circulaient, mais bon, dans le contexte de crise, il a baissé un peu le seuil. Je me réfère de ce point de vue-là j'ai pas... à la plume du Premier ministre. Non, c'est ça, c'est effectivement. Et effectivement, certains auteurs considèrent qu'on pourrait transposer, du moins à l'heure d'aujourd'hui, ces seuils au contrat de droit privé. Mais il faudra néanmoins que ce changement de circonstance n'ait pas été pour autant accepté par la partie qui s'en prévaut. Et on retrouve là une troisième condition érigée par le législateur. Il va donc y avoir une discussion sur le point de savoir si le contrat doit être interprété de telle manière, par exemple, que les risques d'une telle évolution de la situation, d'un changement du contexte, doivent peser sur une des parties. Et on peut d'ailleurs rencontrer des contrats qui contiennent une clause expresse en ce sens. Il y a des clauses qui prévoient expressément le changement de circonstance en disant mais telle ou telle partie ne pourra pas s'en prévaloir, devra continuer d'exécuter les prestations prévues. Mais il peut s'agir également, et ça c'est plus délicat en pratique, d'une acceptation tacite. C'est-à-dire le contrat de prime abord ne prévoit rien, mais on va s'intéresser à sa nature, on va s'intéresser à son économie générale. Et on va se demander si en réalité, en soi, le contrat ne constitue pas un contrat aléatoire. Et dès l'instant où on reconnaîtra un caractère spéculatif à l'opération, le juge risque de considérer qu'il y avait dès lors nécessairement une prise de risque et qui doit être assumée. Et dès lors, il refusera d'intervenir et de procéder à une éventuelle révision ou adaptation judiciaire du contrat. Et ce, même si, et ce sera là encore une difficulté d'analyse et d'interprétation, même si la partie en cause n'avait pas eu conscience véritablement de ce risque, au moins au regard de son ampleur, au moment de la conclusion du contrat. Si ces conditions essentielles sont remplies, on pourra donc potentiellement envisager de s'adresser au juge. Mais il faudra néanmoins respecter un certain process. Cela devra nécessairement se faire par étapes, et c'est là où on en revient à ce que l'on disait précédemment, la question du temps. La première étape, bien évidemment, c'est que la partie qui subit la situation à son désavantage, eh bien, demande officiellement à l'autre de renégocier. Et les directions juridiques le savent bien, il ne s'agira pas de se contenter d'un déjeuner d'affaires, d'échanges informels, il faudra l'officialiser. Parce que tant qu'on ne l'aura pas officialisé, eh bien, on ne sera pas considéré comme ayant respecté cette première étape. Mais attention, le fait d'accomplir cette démarche et de demander officiellement à l'autre partie de renégocier le contrat ne vous dispensera pas pour autant de l'exécution de ce contrat.
De ce point de vue-là, on pourrait envisager d'utiliser d'autres leviers sur lesquels je reviendrai rapidement. Mais s'agissant du pouvoir de révision judiciaire en droit privé, le fait de s'adresser potentiellement au juge ne dispense pas pour autant la partie qui subit ce bouleversement de continuer à exécuter ce contrat. Ce qui va donc bien évidemment mettre en lumière la problématique de la gestion du temps. Comment gérer la situation alors qu'on va mettre un certain temps ou un temps plus ou moins long à obtenir cette révision judiciaire. Et une fois cette démarche effectuée, deux hypothèses, soit l'autre partie refuse de renégocier, c'est clair, soit une tentative est faite, bon gré mal gré, mais elle échoue. On n'arrive pas à s'entendre. À ce moment-là, les parties peuvent bien évidemment s'entendre au moins pour rompre amiablement le contrat, ce qui permettra de déterminer la date et les effets de cette résiliation. Mais elles peuvent également, et ça c'est intéressant en fonction des cas, demander d'un commun accord, au vu d'une telle situation, au juge d'intervenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'on va être systématiquement dans une démarche contentieuse où on va assigner l'autre partie qui refuse de renégocier le contrat. Il peut être intéressant de lui suggérer de s'entendre pour le dépôt d'une requête conjointe en vue justement d'amener le juge à réviser le contrat. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui peut conduire la partie qui est en situation avantageuse à accepter une telle proposition ? Eh bien, se prémunir face à l'aléa judiciaire. Parce que dans le cadre du dépôt d'une telle requête conjointe, on peut encadrer, on peut fixer des bornes à l'office du juge. Et ça peut être un facteur de sécurité juridique très important, notamment au regard des enjeux financiers du contrat en cause. Et les parties de ce point de vue-là peuvent avoir la maîtrise, c'est-à-dire que si on peut avoir peur, légitimement de prime abord, de ce pouvoir considérable dont le juge est désormais doté, à partir du moment où on utilise les règles procédurales à notre profit en lui disant non, ce que vous allez juger c'est ça et rien d'autre, ça change la donne. Et on peut avoir davantage de lisibilité et ça peut être beaucoup plus rassurant pour les deux parties. Et ça peut peut-être contribuer à surmonter un blocage. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une telle démarche conjointe, alors, et alors seulement, il sera possible de s'adresser au juge pour lui demander de réviser le contrat, après avoir tout de même laissé un délai raisonnable à la tentative de trouver un accord, de prospérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se précipite à tel point que finalement on a fait formellement une invitation à entrer en négociation alors qu'on n'a laissé absolument pas le temps matériel et suffisant à l'autre partie pour se réunir avec nous, se prononcer, etc. Cette notion de délai raisonnable encore risque de poser des difficultés en pratique, mais il faut l'avoir à l'esprit. J'ouvre une parenthèse. Dans l'hypothèse où la partie qui subit la situation le préférerait, l'estimerait préférable à ses intérêts, elle pourrait demander au juge non pas de réviser le contrat, mais d'y mettre fin, de le résilier. Et là aussi, des stratégies au travers d'une articulation des demandes pourraient être envisagées. Ça aussi, ça peut être réfléchi dans le cadre de l'élaboration des stratégies contentieuses. Au travers de ce que je viens rapidement de vous présenter, on voit très vite les avantages et les inconvénients de cette innovation législative. L'avantage essentiel, c'est d'ouvrir une perspective lorsqu'on est enfermé dans une sorte de carcan contractuel. On peut donc faire échec d'un certain point de vue à ce qui est normalement la force obligatoire du contrat, pour préserver les intérêts économiques et financiers de l'entreprise. Ça, c'est quand même fondamental. Mais l'inconvénient, c'est le revers de la médaille, c'est que le juge judiciaire va disposer, vous l'avez compris, de pouvoirs potentiellement très importants que l'on peut craindre quant à ses effets potentiellement difficiles à prévoir. Et il y a évidemment aussi, et là encore j'insiste, le temps, parce que dans les situations d'urgence, si on a certaines entreprises qui ne savent pas combien de temps elles vont pouvoir tenir, n'auront peut-être pas le luxe de se permettre d'initier une telle procédure compte tenu de sa durée prévisible. En moyenne, à l'heure d'aujourd'hui, une procédure classique, c'est 1 an et demi à 2 ans en première instance. Donc on pourra, fort heureusement, en pratique, envisager d'avoir recours à des procédures d'urgence accélérées, en justifiant de circonstances particulières.
lorsque, par exemple, la pérennité économique de l'entreprise est en jeu. Mais tout le monde doit l'avoir en tête, et je sais que c'est le cas. La justice française, à l'heure d'aujourd'hui, manque encore beaucoup de moyens, notamment humains, et que ce qui peut paraître urgent, objectivement, et évidemment aux yeux de l'entrepreneur qui est concerné par la situation, peut l'être beaucoup moins aux yeux d'un magistrat qui va être confronté à une charge de travail extrêmement importante. Donc ça, en pratique, on doit composer avec ces paramètres. Ce qui veut dire que la révision judiciaire n'est pas une fin en soi et n'est pas l'outil miracle. Et là encore, je te rejoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas malheureusement lors d'aujourd'hui d'outil miracle permettant de remédier aux difficultés engendrées par ce contexte économique. Pour autant, c'est un outil qui ouvre des perspectives et on le voit par expérience, la menace du recours au juge peut constituer un levier lorsque s'instaure potentiellement un bras de fer avec l'autre partie qui refuse de négocier parce qu'entre-temps, elle engendre des profits juteux. Il vaut peut-être mieux négocier que d'ouvrir la boîte de Pandore. Et ça peut changer la donne en termes de négociation sur le plan stratégique. Sachant que, et ça dépasserait trop largement le cadre de notre intervention ce matin, mais vous le savez, on peut articuler ce genre de stratégie avec d'autres outils, tirés par exemple du droit des entreprises en difficulté. La conciliation, le mandat ad hoc, voire l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dans les cas où l'entreprise concernée n'est pas encore en état de cessation des paiements. Donc, de ce point de vue-là, lorsque l'on a une vision d'ensemble, on se rend compte qu'on peut peut-être élaborer des stratégies qui tiennent compte de l'ensemble des paramètres et qui peuvent permettre de gagner un peu de temps. Tout étant, bien entendu, à adapter au gré des circonstances, au cas par cas, en fonction des enjeux, de la date de conclusion du contrat, etc., etc. Autre de piste de réflexion que j'ouvre simplement, l'éventualité d'utiliser une autre arme en faisant allusion à la notion de force majeure. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des pistes qui peuvent être explorées dans la mesure où justement nous sommes confrontés à une situation totalement exceptionnelle ainsi que le reconnaissent les pouvoirs publics. Or, l'avantage considérable du fait de faire reconnaître un cas de force majeure, c'est la possibilité de faire suspendre l'exécution du contrat, de justifier l'inexécution de ce contrat en évitant de voir la responsabilité de l'entreprise engagée. Alors certes, vous avez tous sans doute en tête l'actualité jurisprudentielle la plus récente. En lien avec la crise du Covid, la Cour de cassation a eu l'occasion, avant l'été, de rendre une décision, justement dans le cadre d'un litige qui opposait bailleurs et locataires par rapport à la question de savoir si ce contexte exceptionnel pouvait justifier une absence de paiement du loyer. Elle a fermé la porte, mais elle n'a pas fermé la porte de manière définitive et dans tous les cas. On est dans une situation particulière où elle a considéré que l'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur n'était pas méconnue parce que d'un certain point de vue, lui-même subissait la situation au travers de l'intervention des pouvoirs publics. Puisque le problème, c'était l'impossibilité de recevoir du public au travers des interdictions à caractère réglementaire. Mais le débat reste ouvert dans un certain nombre d'autres cas. Et ça, là encore, ça peut être intégré dans le cadre de stratégies juridiques et contentieuses. Sachant que, et ce sera le mot de la fin, on a déjà beaucoup parlé, et certains d'ailleurs ont peut-être déjà faim, je ne vais pas trop m'appesantir, la théorie de la cause, qui est censée avoir disparu au travers de la réforme du droit des contrats, ouvre peut-être quand même des perspectives. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a peut-être pas disparu autant que cela, dans la mesure où notre droit actuel n'est pas étranger au fait que l'un des co-contractants puisse se plaindre d'une absence de contrepartie réelle de la part de l'autre partie. Et donc, ce qui était auparavant considéré comme une disparition de la cause du contrat en cours d'exécution pourrait peut-être être transposé à la lumière des textes actuellement en vigueur. Et là encore, c'est une arme de plus susceptible d'être utilisée par les entrepreneurs confrontés à de telles situations. Alors, il est déjà midi. Je ne sais pas si j'aborde la question notamment des marchés à forfait dans le domaine de la construction. Si ça répond à certaines questions de votre part, on peut peut-être l'aborder. Mais du coup, je vais laisser la parole à ceux qui souhaiteraient éventuellement nous poser des questions. Merci en tout cas infiniment de votre attention.
revenir sur le prix global et forfaitaire, si on arrive à Peut-être un petit peu plus loin. dans le cadre des marchés à prix global et forfaitaire, si on arrive à faire jouer la théorie de l'imprévision, je parle en marché privé, forcément la notion de forfait explose parce qu'on ne peut pas tout prévoir et toujours tout prévoir. Donc là, il n'y a pas de... Alors là, il y a un vrai sujet. Là, il y a un vrai sujet parce que justement, ce que j'ai énoncé vaut pour le droit commun, mais ce droit commun a vocation à être articulé avec certaines règles spéciales dérogatoires. Et dans les marchés immobiliers, notamment dans les marchés de construction, de droit privé, eh bien, on va être confronté à l'obstacle de l'article 1793 du Code civil, qui prévoit justement l'intangibilité du prix, nonobstant des fluctuations telles que l'augmentation du coût des matériaux. Ça veut dire que l'entreprise qui a conclu un tel marché, eh bien, doit l'assumer, sans pouvoir en principe, lorsque le marché est à forfait, réclamer un supplément de prix. Et il y a eu pour le coup des initiatives contentieuses qui ont donné lieu à des prises de position, non pas de la Cour de cassation encore, mais des juges du fond. Et les juges du fond qui ont été amenés à statuer jusqu'à ce jour ont généralement considéré que l'article 1793 du Code civil, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, doit l'emporter en tant que règle spéciale dérogatoire par rapport à l'article 1195, qui est une règle de droit commun. Ce qui veut dire que lorsque l'on est face à un marché à forfait, il y aura une difficulté posant obstacle potentiellement à l'application de cet article 1195 du Code civil. C'est le sens de la jurisprudence qui s'est dégagée ces dernières années. Sous réserve, encore une fois, et c'est un facteur d'incertitude, d'une prise de position claire de la Cour de cassation, ce qui n'est pas encore intervenu à ce jour. Le prix d'intangible. Pour autant, et pour aborder justement complètement cette hypothèse des marchés privés de construction à forfait, certains de ces marchés font référence à ce que nous avons été amenés à évoquer ce matin, en lien avec la norme AFNOR NF P03001 dans les CCAG. Et cela vaut donc pour les marchés privés de travaux, parce que cette norme reprend en substance les dispositions de l'article 1195 du Code civil. Et lorsque c'est le cas, c'est-à-dire que cela va nécessiter pour l'entrepreneur concerné d'analyser scrupuleusement l'ensemble des pièces contractuelles pour voir s'il a été fait référence à cette norme ou non. Si c'est le cas, cela pourrait être interprété comme permettant à l'entrepreneur de demander une renégociation du marché. Ça ouvre, de ce point de vue-là, une perspective. Et en cas de refus de la part de l'autre partie de la renégociation ou d'échec de cette tentative de renégociation, il sera alors possible, lorsque les clauses sont rédigées en référence à cette norme, eh bien de recourir à une conciliation ou à une médiation qui peut permettre d'aboutir à un rapprochement des parties. Et si ce n'est pas le cas, on pourra in fine avoir recours au juge et donc lui demander de faire application, cette fois-ci, de son pouvoir de révision judiciaire, si tant est que l'on ne procède pas de manière préférentielle au recours à l'arbitrage, puisqu'en fonction des enjeux financiers des contrats et des opérations, certains acteurs économiques préfèrent avoir recours à une procédure d'arbitrage. Dernier point à cet égard pour peut-être répondre à une autre de votre question. Il y a peut-être une piste de réflexion à aborder en matière de marché de construction en fonction de la nature des travaux. On a eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure en fonction des travaux prévus au terme de ces contrats. On pourrait peut-être échapper à l'application de l'article 1793 du Code civil selon les cas. Si on est en matière de VRD, de seconde œuvre, si on ne construit qu'une piscine et pas un bâtiment global, etc., il y a des pistes qui méritent d'être creusées pour peut-être avoir davantage de latitude pour demander une renégociation, voire une révision judiciaire du contrat. D'autres questions? Alors oui, je m'étais inscrit, moi, parce que sur le mail initial, vous parliez d'énergie. J'ai un peu de mal à me projeter sur le principe d'imprévisibilité dans le cadre de la renégociation des contrats de fourniture d'énergie. Alors ça, c'est effectivement toute la difficulté dans la mesure où là, il s'agit de matières spécifiquement réglementées. Et donc là, on est dans un champ dérogatoire aux règles du droit commun qui ont été évoquées ce matin pour viser justement le public le plus large possible à cet égard. C'est-à-dire que autant là, la renégociation directe du contrat de l'énergie peut poser difficulté, autant après, ses répercussions lorsque vous subissez ce surcoût en termes d'énergie peut ouvrir
l'ensemble de ces perspectives en ayant recours, in fine, potentiellement, à la révision judiciaire en cas d'échec des renégociations. Ouais. Vu les conditions contractuelles des fournisseurs d'énergie, Après, effectivement, tout dépend des clauses ça me qui sont paraît justement intégrées délicat. dans Mais ces... bon. Ouais. Ok. La clause d'imprévisibilité, elle peut toujours être mise en œuvre aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on est dans une période mouvementée depuis un certain temps et qui va durer. Donc l'imprévision, elle est... La difficulté, elle le est... caractère temporaire. C'est sur ça. Donc, normalement, l'imprévision doit être temporaire. Eh oui, Et c'est toute la difficulté. On va dire qu'on savait pas. Non, c'est sûr. Mais du coup, Aujourd'hui, c'est plus compliqué. non, mais on sait que, par exemple, bon, il y a une hausse, effectivement, mais si ça double par rapport à ce qui était initialement prévu, regarde ce qui peut se passer dans les prochains mois, là, on peut effectivement dire c'est l'amplitude. On sait qu'on va une période de turbulence avec des coûts qui vont être sûrement plus importants. Le problème, c'est quand on signe un contrat il y a 8 mois et qu'on le met en œuvre, par exemple, ce que je vous disais, matière de travaux, on signe et puis on le met plus tard en exécution. Le laps de temps peut être en revanche très préjudiciable et 6 à 8 mois vous mettre en difficulté économique. Parce qu'en fait, vous ne passez pas les commandes tout de suite. Vous attendez l'ordre de service pour avoir la date pour passer les commandes. Vous n'allez pas faire du stock sur les matières premières ou les produits, certains produits. Donc, c'est toute la difficulté, comment on gère ces temps longs. Là, et là, évidemment, la crise n'aide pas et met en tension tout le monde. Les personnes publiques, ils ont fait leur budget, c'est passé dans un voté conseil municipal ou au conseil régional, j'ai mon budget travaux, donc j'ai mon enveloppe. Évidemment, au moment où ils votent, ils ont fait une enveloppe, ils ont arrêté, mais le marché est exécuté dans quelques mois. Donc, ça veut dire qu'eux aussi, également, ils doivent repasser devant et trouver des sources de financement parce qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas la ligne de crédit pour pouvoir signer l'avenant, par exemple. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où les procédures sont longues et le temps de la crise est très court et donc il faut être capable de rapidement de se mettre en situation. Et c'est vrai que les personnes publiques, de ce point de vue-là, ont une machinerie beaucoup plus lourde. Donc c'est vrai que je vois que c'est bas, on essaye de trouver des solutions, mais on a ces contraintes-là. Si on doit renégocier, il y a un budget rectificatif, etc. Mais ça pose vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'outils pour gérer la crise en réalité, en temps de crise. On a des outils qui sont mis en œuvre avec des temps plus longs. Mais on n'a pas de procédure qui vise, il faut qu'on ait tranché la question 15 jours, un mois. Ce qu'il faudrait en réalité, parce que là, 2-3 mois, vous voyez tout de suite l'impact sur certains produits. Donc ça, c'est un vrai manque aujourd'hui. Voilà, c'est toutes les limites de notre système. C'est ce qu'on dit. On a un juge, mais pour lui, ça peut être urgent, très urgent, moins urgent. On n'est pas certain à la date d'introduction d'avoir même si on monte l'urgence, d'avoir une audience ou un traitement du dossier rapidement. Voilà, 6 mois, mais 6 mois, c'est déjà trop long pour certains dossiers. Voilà, ça, c'est vrai qu'il y a une difficulté, plus ce que vous l'avez souligné, aussi les rapports économiques avec certains grands opérateurs. C'est parfois compliqué la renégociation également. Sachant que du point de vue du droit privé, ce qui va vraiment compter, on l'a dit, c'est le contexte au moment de la conclusion du contrat. Pas tellement, j'allais dire, la durée pendant laquelle cette crise va s'installer, c'est déjà à la base, est-ce que c'était imprévisible ou non ? Et donc, à quel moment le contrat a été conclu ? Il est bien évident qu'on ne peut pas se positionner de la même manière si on conclut le contrat aujourd'hui ou si on l'a conclu en début d'année, en fin d'année dernière, etc., au gré du contexte international. Donc, il y aura vraiment de la casuistique et ce sera vraiment une appréciation au cas par cas. C'est avant tout, du point de vue du droit privé, ce qui va compter aux yeux du juge, plus que le reste. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas considérer que ce n'est pas prévisible la crise. Donc, effectivement, et même on peut dire, allez, s'il y a des simulations en disant il y a une hausse de 10-15% automatique, là, c'est prévisible. Après, si ça va à 30-40%, là, on peut se dire, à ce moment-là, je ne pouvais pas considérer que ça allait aller aussi haut. Ça va être mais à quel moment, c'est compliqué, hein, c'est des affaires de seuil. Sachant que, bien évidemment, dans ce genre de cas, on a la nécessité de traiter le passé, c'est-à-dire les contrats déjà conclus, et il y a la possibilité d'améliorer les choses pour l'avenir, c'est-à-dire tirer les enseignements de ce qui aurait pu être fait différemment dans le cadre de la conclusion des contrats à venir. Et c'est là aussi où il y a un enjeu, bien entendu, dans ce cadre pour les entreprises. Parce que justement, il y a des entreprises qui augmentent unilatéralement les prix. Et dans ce cas-là, les entreprises qui subissent, comment peuvent-elles réagir pour pas que ça les impacte trop sur du long terme ? Je sais pas
peut-être la saisine du juge, mais c'est un peu long. Alors, effectivement, tout dépendra le contrat, selon que c'est un contrat de droit public ou un contrat de droit privé, mais ces hypothèses ne sont pas méconnues en droit privé. Il y a des possibilités d'agir, au besoin à titre contentieux, en se plaignant d'un abus dans la fixation du prix en fonction des situations. Se battre pour tenter d'obtenir un gain de cause devant le juge, c'est tout à fait possible. En droit public, ça ne passera pas. L'administration ne pourra pas unilatéralement chez le prix. Et l'entreprise, si elle propose ses prix, c'est bloqué parce que le comptable public ne paiera pas la facture, puisque justement, ça suppose qu'il y a un acte juridique qui ait modifié le contrat. Donc là-dessus, ça bloque. Mais c'est surtout en droit privé. Voilà. Mais ça peut, oui, il y en a qui, moi j'ai vu des demandes, voilà, on va modifier le BPU 5 à 7%, on rentre tout de suite dans la discussion. Il y a un courrier de l'entreprise qui ouvre des débats, une négociation. Demain, il s'impose le prix. De toute façon, la facture serait bloquée au niveau de la comptabilité publique, puisqu'il va prendre son contrat et dire écoutez, moi, j'applique mon bordereau de prix unitaire tant qu'il n'est pas modifié. Oui, donc là, de toute façon, la réalité, on voit qu'elle est différente. Sachant qu'en droit privé, il faudra bien entendu que le contrat ait prévu une telle possibilité de résiliation unilatérale, de modification unilatérale. Sinon, ce n'est pas possible. On retrouve l'intangibilité des contrats et l'impossibilité de le modifier soi-même unilatéralement. Et après, il y a le fait d'avoir une force économique telle qu'on l'impose, ce qui est encore autre chose. Quand on est en situation, effectivement, où on ne peut pas changer d'opérateur facilement, évidemment, ça peut être. C'est plus une question de droit, c'est une question de rapport économique. Et la stratégie doit être adaptée aux conséquences. Et oui, c'est du fait, mais qui a aussi beaucoup d'importance, parce que, évidemment, si on va contester, ça va prendre du temps. Ça va prendre 5 ans d'aller dire il n'avait pas augmenté mon tarif. Oui, ou refuser d'exécuter, de payer, ou de payer que le tarif qui est prévu par le contrat. Enfin, on rentre dans des trucs, mais bon, on n'est plus dans des rapports partenariats, là, on va partir en guerre. Donc ça... La convivialité disparaît. Mais quand ça commence comme ça, de toute façon, ça se termine mal. Oui, Sur un marché de travaux, quand ça part comme ça, à l'arrivée, il va y avoir des problèmes. Donc, il faut essayer de trouver une solution négociée. C'est quand même, finalement, à la fin, le meilleur conseil, c'est que tout le monde autour de la table arrive à trouver une solution à peu près équilibrée. Sachant qu'on le voit bien en pratique, en collaborant régulièrement avec les directions juridiques, vous êtes en première loge pour gérer ces arbitrages. Qui, à la fin, quand même pas arbitrage juridique, le meilleur levier. Il y a l'ensemble des autres paramètres avec lesquels on doit composer. Négocier, c'est quand même évidemment. Et parfois même des intérêts politiques. C'est l'ultime recours, le juge. Ça rentre en ligne de compte. On n'a plus le choix, en fonction des enjeux. C'est l'ultime recours, souvent, le juge. C'est qu'on a échoué dans la négociation et que. Mais encore une fois, ça peut être une menace. Vraiment, on le voit aujourd'hui, au regard des incertitudes, notamment jurisprudentielles, la possibilité de s'adresser à lui peut décanter des situations. Et ça, vraiment, en pratique, on le voit, ça produit des résultats assez intéressants. Sans qu'on ait besoin de mettre cette menace à exécution. Non, après, c'est juste, effectivement. Rappelez que cet endroit, par rapport aux clauses interdisant l'imprévision, je demande à voir, hein, mais la loi s'applique. Non, je l'ai vu, mais si on devait avoir un contentieux, non, c'est une disposition légale. Il le dit, c'est un droit pour le donc le CCAG priverait d'un droit qui est prévu par la loi. Bon, ça poserait évidemment s'il y avait un contentieux, mais j'ai vu quelques pratiques. Hein. Mais j'ai fait des notes pour nos clients entreprises en disant si jamais on ne s'entend pas à la négociation, je pense que la clause on va la contester. Au pire, on essaie. Non, mais à un moment donné, quand on va dire on va faire recours gracieux en disant votre clause juridiquement, non, parce que vous me privez d'un droit qui est prévu par la loi. Ça n'a pas plus une valeur contractuelle, voire réglementaire en CCAG. Vous n'êtes pas convaincu. Moi, j'ai vu un article de Maître Périnet-Marquet qui disait que cette clause était valable. Comme il a une certaine réputation. En droit public, moi je suis beaucoup plus réservé sur, même si mon collègue a dit ça, mais en droit public, il y a un texte, il y a un principe de hiérarchie des normes, la loi le dit clairement. Si ce n'est pas dans la loi, je vous aurais dit, attention, il y a débat. C'est dans la loi, c'est un principe, donc je pourrais mettre un principe général du droit. Et encore une fois, les opinions doctrinales, c'est une chose, et les clarifications jurisprudentielles, c'est autre chose. Mais vous voyez, il y a des dossiers, encore une fois, il y a toujours une prise de risque quand vous avez le juge devant le juge, parce que quand il y a une interprétation. Mais il y a des prises de risque, on se dit que il faut les prendre parce que ça a du sens et parce que il y a un cheminement qui est arrivé à ce droit-là. Donc, si vous arrivez il y a plein de clauses qui peuvent être nulles et non avenues, parce qu'elles sont contraires à l'ordre public, parce qu'elles sont contraires à des dispositions, parce que c'est écrit dans le contrat. La loi des parties dans la limite de ce que la loi autorise.
Pourquoi dans les marchés privés, on aurait le droit d'écrire que le juge se limite à une partie ou même on retire la possibilité au juge de modifier un contrat? Et dans le marché public, on ne pourrait pas avoir une clause presque identique. Sauf qu'on n'opposerait pas les mêmes textes déjà. Oui, Oui, mais non, la le raisonnement, oui, mais la clause est possible dans la limite de ce que le code autorise. Oui, c'est aussi ça. Ce que je vous dis, on peut modifier le contrat dans la limite de ce que le code de la commande publique autorise. Là, je considère qu'on méconnaît un principe posé par le code. La liberté contractuelle, elle a pour limite les règles d'ordre public, les règles impératives, et on est obligé, en contrat public comme en contrat privé, de composer avec ces paramètres. Et c'est tout l'enjeu au travers des évolutions jurisprudentielles qui conduisent à clarifier ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de zones. L'imprévision, elle a mis du temps à apparaître en droit public, en droit privé, alors qu'en droit public, elle était posée très tôt. Donc, c'est aussi, quand vous allez voir le juge administratif, vous dit, voilà, dans d'autres matières, il y a une évolution inéluctable, je dirais. Donc là, quand on codifie, c'est qu'on a voulu en faire un principe directeur. Donc après, vous mettez une clause, ça veut dire que le principe prime sur la clause. Ça, encore une fois, quand on construit la jurisprudence, soit vous êtes à contre-courant, et là c'est plus difficile, soit vous êtes dans le bon courant, et là je pense qu'en droit public, on est dans le bon courant pour écarter. Je n'aurais pas de problème à le soutenir devant un juge en disant, expliquez-moi comment une clause peut écarter la loi. Et c'est tellement vrai ce que tu dis que... Mais si ce n'est pas prévu... Ah non, mais c'est pas parce que vous l'écrivez que c'est juste, c'est ça, c'est ce que je dis. Les parties ont le droit de dire que ce n'est pas un contrat de droit privé. Et pourtant, le juge dit, ben non, vous êtes trompé, c'est un contrat de droit public. On peut tout écrire, sauf sous réserve de l'interprétation. Et du pouvoir de requalification du juge, le cas échéant. Mais ce que je voulais simplement dire, pour rebondir par rapport à votre observation, c'est que la jurisprudence la plus récente donne même des exemples de cas dans lesquels les parties avaient pourtant fait référence des marchés privés de construction, où il a été fait référence à la norme AFNOR, ce qui donc a vocation en toute logique à être interprété comme ouvrant la possibilité de renégocier, voire de faire réviser le contrat, eh bien le juge a considéré que le principe de l'intangibilité du marché à forfait devait primer, y compris dans une telle hypothèse. Donc attention, ça illustre exactement la difficulté posée par ces problématiques, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est face à une jurisprudence incertaine et où on a quelques décisions pour l'instant isolées qui aboutissent à des résultats surprenants de prime abord, qui doivent conduire à faire preuve de beaucoup de prudence dans le cadre de l'appréhension de ces problématiques. Ce qui peut paraître évident, pour certains, ne l'est pas nécessairement aux yeux des juges, d'où la nécessité d'une uniformisation de la jurisprudence au niveau de la Cour de cassation, s'agissant des règles de droit privé. Effectivement. Bon, vous voyez, quand on doit soutenir, je semble de tête, vous appuyez. Là, je vais aller voir un juge administratif sur cette clause-là. Je vais dire, écoutez, j'ai lu l'avis du Conseil d'État, il n'y a pas de débat, donc je suis surpris que l'administration mette cette clause. Donc, je vous laisse le soin d'avoir un avis contraire au Conseil d'État. Bon, oui, ce genre de choses, ça ne passe pas. Le juge administratif de première instance, il va prendre l'avis. Bon. Oui, c'est comme ça que quand la juridiction suprême arrête la règle, c'est fini. Nous, on le voit bien, la Cour de cassation a dit, voilà, le principe c'est celui-là, il s'interprète. Et nous, on l'a vu dans les dossiers Conseil d'État, c'est pareil. La messe est dite. Vous avez un arrêt qui est tombé du Conseil d'État ou un avis comme ça important, les juges du fond, ils se couchent. Alors, il y a parfois des phénomènes de résistance, mais c'est rare et les résultats sont quand même très aléatoires. On sait que par expérience, les magistrats n'aiment pas être cassés par le Conseil d'État ni réformés par le juge d'appel. À un moment donné, oui, c'est toujours le juge Templier, on ira voir le juge d'appel. Ouais, mais là, c'est où la stratégie d'influence pour dire attention, mettons-nous autour de la table. Voilà, ça ne tient pas. Et si on trouvait un accord raisonnable. C'est le jeu, on est là, c'est un outil, le droit, pas une finalité. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. En tout cas, ça suscite des débats intéressants. Ils sont loin d'être clos. Ouais, les effets de seuil, personne n'a trouvé la solution. Ouais. Ouais, la jurisprudence est vraiment en devenir. C'est parce que